Bonjour à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Hortense Bataille, la directrice générale d'Entrepreneurs pour la planète, qui construit une communauté de chefs d'entreprise engagés au service de la protection de l'environnement, de la biodiversité. On va y revenir tout de suite. Le débat, il portera sur la filière française de l'aéronautique et du transport aérien qui plaide pour un plan de soutien à la décarbonation de l'aviation. Et puis, dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est l'agopède des vêtements d'aventure fabriqués à partir de matériaux recyclés. Voilà, 3 thèmes, un peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Hortense Bataille, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc la directrice d'Entrepreneurs pour la planète. On ouvre avec vous sur Bismart un partenariat éditorial dont on reparlera tout à l'heure. D'abord, cette association d'intérêt général, quand et puis surtout pourquoi est-elle née? Pourquoi l'avez-vous créée? Alors, nous l'avons créé en 2019 à Marseille, sur un territoire qui avait grand besoin d'être accompagné sur des sujets d'écologie, de transition écologique. Et je l'ai créé avec Christophe Caille, qui était lui-même déjà dans les énergies renouvelables, chef d'entreprise d'un groupe qui développait tout type d'énergie renouvelable à Marseille. Et on avait envie tous les deux, moi je viens du monde de l'entreprise aussi, mais plus sur des aspects gouvernance d'entreprise familiale. Et on avait tous les deux envie d'apporter des compétences entrepreneuriales à des porteurs de projets environnementaux. Et donc on est parti d'un constat que beaucoup de porteurs de projets environnementaux avaient des projets exceptionnels, très intéressants, mais qui avaient souvent besoin d'être aidés, d'être accompagnés sur des compétences entrepreneuriales spécifiques. Oui, parce que c'était souvent leur premier projet, ils n'avaient pas d'expérience d'entrepreneur et donc ils tombaient dans un certain nombre de pièges dans lesquels tout le monde peut tomber, quoi. Exactement. Alors il y a en plus des porteurs de projets qui sont des jeunes créateurs de projets et on a aussi toute une communauté de porteurs de projets qui sont plus eux-mêmes des gestionnaires d'espaces naturels, donc des directeurs de parcs nationaux, des directeurs d'aires protégées. Ces gens-là, en fait, ont des enjeux environnementaux très importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vraie connaissance du terrain, une vraie connaissance de l'écologie, des problématiques environnementales, mais pas toujours au point ou en capacité à développer pour eux des sources de revenus pérennes, des projets qui peuvent évidemment exister sur le long terme. Et c'est là où l'entreprise peut intervenir, être extrêmement efficace et leur apporter une plus-value importante. Oui, donc l'idée, c'est de créer des binômes, c'est bien ça, entre un porteur de projet et un mentor. Vous en avez créé quoi? Plus de 125? On est à 125, oui. 125 depuis. En Donc 2 ans. on a lancé l'association fin 2019. On a 2 ans, deux bonnes années de développement. On est allé très très vite. Mais comment ça match? C'est vraiment ma question de curieux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on crée un binôme, il faut qu'il y ait de l'entente, quoi. Alors il faut qu'il y ait de l'entente. Pour que ça matche, déjà, il faut bien comprendre les enjeux des mentors qui souhaitent se porter volontaires. Donc ce sont soit des chefs d'entreprise qui par eux-mêmes décident d'adopter un projet, qui sont nous dans notre base de données, sur notre plateforme web, je pourrais vous réexpliquer, et donc ils se portent volontaires et où nous allons nous solliciter les entreprises, on va frapper à leur porte, on leur explique ce que l'on fait et on les mobilise en disant, voilà, vous avez envie, vous, d'évoluer, de réfléchir à votre transition écologique, à votre politique RSE aussi, donc venez accompagner un projet, c'est extrêmement intéressant, enrichissant et surtout vous allez vous-même mieux comprendre les enjeux environnementaux. Mais est-ce que ces mentors choisissent forcément des porteurs de projets qui sont dans leur cœur de business, ou alors pas du tout? Pas toujours. Alors, on a certaines entreprises qui ont envie d'aller vers leur cœur de business parce que c'est pour elles intéressant d'évoluer, de voir toutes les nouvelles initiatives qui existent parce qu'elles ont besoin aussi d'envisager leur transition écologique. Donc ça, c'est intéressant. Mais on a vraiment des mentors qui vont aller dans des secteurs complètement différents, notamment quand il faut accompagner un parc national ou une aire protégée. On est vraiment dans l'inconnu, on va dire. Et c'est de partager des moments ensemble. Ça se fait beaucoup dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est pas du tout chronophage. On est sur des rendez-vous qui sont réguliers, mais qui prennent peu de temps, mais qui aident énormément le porteur de projet d'une part, et qui vont vraiment sensibiliser, ouvrir un peu
on va dire, les chakras des mentors et leur faire comprendre la réalité du terrain sur le plan écologique et à quel point il faut bouger et faire les choses. Et comment vous disiez, parliez de base de données, donc comment ça marche en fait? Alors on a une plateforme numérique qu'on a développée nous-mêmes au sein de l'association parce que c'était important de pouvoir mettre en avant un certain nombre de critères. Et donc, cette plateforme rentre un certain nombre donc, de critères qui vont aider les mentors à aller choisir justement les projets qui les intéressent. On touche des projets, des secteurs d'activité qui sont très, très variables, hein, a priori tous les secteurs d'activité. Et puis, on va toucher tout type de porteurs de projets, donc des projets qui sont incubés dans des pépinières, dans des accélérateurs, dans des clean tech. Donc, c'est des projets déjà assez évolués, assez structurés, et ou des projets un peu en démarrage ou des projets qui sont portés par des associations. Voilà, ça va être très, très différent, donc c'est très varié. Avec une approche que je trouve vraiment intéressante, qui est une approche territoriale, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire travailler des gens qui sont d'un bout à l'autre, ensemble, des gens qui sont d'un bout à l'autre de la France. Voilà, ça c'était aussi un point sur lequel on avait vraiment envie de s'y tenir, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que les entreprises, elles sont implantées sur un territoire, c'est très important qu'elles agissent sur leur territoire, et effectivement, on a pris ce parti pris de développer territoire par territoire l'association, ce qui est plus compliqué, ce qui demande des moyens plus importants, puisqu'à chaque fois, c'est des équipes qui sont implantées sur les territoires. Mais c'est cette valeur ajoutée de pouvoir vraiment connecter des gens sur place, sur le même territoire. Et ça facilite les choses, ça facilite les rencontres aussi, ça facilite la compréhension des enjeux des territoires, qui sont toutes très différentes en France. On sait qu'on a une variété énorme d'enjeux territoriaux et de profils d'entreprises qui sont très implantés sur leur territoire. Donc voilà. Alors, dans le cadre de notre partenariat éditorial, on va recevoir chaque mois l'un de ces binômes. Oui, 125 binômes, je le rappelle, que vous avez créés en 2 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous viennent comme ça spontanément? Je ne sais pas forcément ceux qu'on va recevoir, mais un peu emblématiques. Vous voyez ce que Alors, je veux dire? voilà, on en a un qui est très emblématique, qui est le binôme Parc des Calanques et Interaction. C'est un binôme qui a démarré il y a 2 ans avec le parc des Calanques avait des enjeux très 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 forts sur la destruction de la Posidonie. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la Posidonie. C'est une algue endémique de la Méditerranée qui souffre énormément alors qu'elle est essentielle dans l'écosystème de la Méditerranée. Et elle souffre surtout notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de destruction due aux ancrages des bateaux. Et le parc avait plusieurs enjeux, notamment celui-là. Et son idée, c'était de développer des mouillages écologiques qui permettent de préserver la Posidonie. Et donc, nous les avons mariés, entre guillemets, avec le groupe Interaction, Fabrice Cocchio et ses équipes. Et depuis, on travaille sur une méthodologie qui va être lancée à la fin de l'année, qui va être une méthodologie de compensation bas carbone. Donc ça, c'est extraordinaire. On fait ça avec le ministère de la Transition écologique et avec des ingénieurs et des chercheurs. Et cette méthode va pouvoir aboutir à un label qui ensuite donc, pourra profiter d'une compensation bas carbone en Méditerranée et financer des projets de mouillage écologique ou la gestion des mouillages, etc. Ces binômes, juste pour terminer, ils travaillent ensemble. La durée, elle est variable. Très variable. On est content parce qu'on n'a que 2 ans d'existence et en fait on se rend compte qu'ils sont tous assez fidèles, donc c'est plutôt bon signe. Il y a de belles histoires qui sont en train d'émerger, donc ça va au fur et à mesure, mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps. Il y en a qui existent encore, notamment celui dont je viens de vous parler, mais c'est vraiment, ça peut durer très longtemps. Et ben voilà, et on va raconter l'histoire de certains de ces binômes dans ce Smart Impact. Merci beaucoup Hortense Bataille, très heureux de ce partenariat avec Entrepreneurs pour la planète. On passe à notre débat, le secteur aéronautique, sacré défi.
Le débat de Smart Impact, on parle donc du secteur de l'aéronautique avec mes invités Thomas Juin, bonjour. Bonjour. Le président de l'Union des aéroports français et Laurent Timsit, bonjour. Le délégué général de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Comment se porte le secteur ? 2 années de pandémie, il y a encore des restrictions, il y a encore des pays qui se referment, etc. etc. Comment ça va ? Je vous pose la question, Thomas Juin. Écoutez, ça va mieux globalement que les 2 années précédentes, puisqu'on a eu quand même un choc inédit. Je rappelle, pratiquement 70% de chute de trafic en 2020, 60-65% en 2021. Donc cette année, on est à quelques jours du démarrage de la saison aéronautique printemps-été, et une saison qui, on l'espère, en tout cas sur les segments court, moyen, courrier, sera au rendez-vous. On a un changement fondamental, c'est qu'on a un pass sanitaire qui nous a permis de fonctionner depuis quelques mois, et aujourd'hui, on a une saison aéronautique qui va démarrer en avril et qui sera effective dès le mois d'avril. Donc ce qu'on note, c'est une offre des compagnies aériennes qui est plutôt allante, plutôt offensive. Après, il y a des inquiétudes, mais ça on pourra y revenir, des inquiétudes fortes, notamment avec tout le conflit qui est en Ukraine et qui peut changer la donne, et notamment changer le coût du transport aérien et le coût pour les compagnies aériennes qui risque d'être assez redoutable. Ouais. Oui, évidemment. Est-ce que vous diriez, alors pas seulement à l'aune de cette crise, mais que inventer un nouveau modèle économique, nouveau modèle de transition écologique pour l'aviation, c'est tout simplement obligatoire ? Et je suis bien conscient que cette réflexion, vous l'aviez déjà bien avant. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour imaginer la transition écologique du secteur aérien. De toute façon, on sait qu'elle est indispensable pour des raisons tout simplement environnementales et d'atteindre des objectifs internationaux en matière de réduction des émissions de CO2. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a attendu. C'est de plus en plus nécessaire. On s'y attelle. Il y a des solutions, il y a des véritables solutions qui existent. Après, mais on y reviendra, il faut savoir les mettre en œuvre. Oui, alors vous demandez un plan de soutien pour la décarbonation de l'aviation. Il y a des plans de relance qui ont été annoncés, ils ne suffisent pas ? Écoutez, en fait, dans les grands leviers qui existent pour décarboner le secteur aérien, il y a naturellement ce qu'on appelle l'avion vert. Donc c'est la technologie, c'est l'avion électrique ou l'avion à hydrogène. Alors ça va venir, mais ça viendra à partir de 2030, 2035 au mieux. Et puis c'est essentiellement sur ce qu'on appelle le court et le moyen courrier. Sur le long courrier, on a besoin d'autres solutions. Et la solution la plus évidente, dont on aura besoin en 2050, mais qui fonctionne déjà aujourd'hui, c'est les carburants aéronautiques durables. Ouais. Et en fait, le point qu'on met en avant aujourd'hui, c'est que le gouvernement, dans France 2030, investit dans l'avion vert, dans la nouvelle technologie, et on lui en est totalement reconnaissant, et c'est indispensable. Mais dans le domaine des carburants aéronautiques durables, là aussi, il y a besoin d'investissement. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils ne sont pas au rendez-vous là-dessus. Et que, il y a encore un effort à faire en matière d'investissement dans ce domaine-là qui est absolument essentiel pour réussir la transition écologique de l'aérien. Oui, on a vu le scénario pour cet objectif zéro émission d'ici 2050, l'usage croissant de carburants non fossiles. Mais c'est quoi les carburants non fossiles ? Alors moi, dans une autre émission, j'ai reçu une entreprise qui travaille à partir de bactéries et qui finalement nourrit les bactéries. Alors c'est totalement une phrase de Béotien, mais ça peut devenir du carburant, ça nous fait rêver. C'est l'une des pistes, ça ? Oui, il y a plusieurs pistes. Bon, il y a le biofuel qu'on connaît. Alors, il faut savoir que les carburants qui sont aujourd'hui certifiés, donc utilisables dans les avions, peuvent provenir de déchets, de détritus, de huiles usagées. Mais il y a également de la recherche aujourd'hui pour aller vers du e-fuel, donc du carburant synthétique, puisqu'on sait très bien que la ressource en déchets ne sera pas suffisante à terme, et on ne parle même pas des terres arables, puisque là, l'aérien ne prendra pas sur les terres arables. Donc ce carburant, ce que disait Laurent Timsit, il y a une chance fabuleuse, c'est qu'il est utilisable aujourd'hui. C'est-à-dire que le taux d'incorporation de ce carburant est possible dans les avions jusqu'à 50% des réservoirs. Et ça montera à terme à 100%. Et donc quoi, il faut booster la filière pour pouvoir l'utiliser, c'est ça ? Aujourd'hui, 50% de la décarbonation du transport aérien, on le sait, viendra de ce carburant. 50%. D'accord. Donc l'enjeu, il est où ? Il n'est pas technique. Il est aujourd'hui dans le développement de la filière. Elle est insuffisante, elle est même quasiment inexistante. Et donc pour développer cette filière, il faut quoi ?
une réglementation européenne, au moins, c'est ce qu'on demande. Alors, à l'échelle mondiale, il faudra, mais au moins européenne. Donc, ce qu'on demande, c'est des taux d'incorporation qui soient suffisamment ambitieux et progressifs. Ça veut dire quoi, ça ? C'est quoi ? Aujourd'hui, l'objectif qui est fixé par l'Europe, c'est 2% en 2030. Et ensuite, 2% de taux d'incorporation, c'est-à-dire de ces carburants-là dans les avions, ce qui est insuffisant à notre sens. Vous voyez, donc le secteur vise à plus vite. Oui, exactement. On dit soyons plus ambitieux pour réduire encore plus les émissions du secteur. Donc ce qu'on demande, c'est 10% en 2030 pour que ce soit plus progressif ensuite et monter jusqu'à 50, 60 et 80%. Ce qu'il faut savoir, l'enjeu, il est énorme. Ces carburants permettront, si on y arrive, en 2030, de réduire de 70 à 80% les émissions du secteur. 70 à 80%. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le gouvernement français engage des actions. Je crois qu'il y a des appels à manifestation d'intérêt, 400 millions d'euros mis dedans. Mais ce qu'on demande surtout, c'est qu'il y ait une politique globale, une politique fiscale, une politique cohérente à l'échelle française, européenne, qui amène toute la filière vers ce carburant durable. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout engagé. Ça veut dire, Laurent Timsit, comment ça marche ? Comment ce carburant durable, il est produit à partir de quoi ? À partir de quels déchets ? Alors en fait, il y a plusieurs technologies. Je pense que Thomas Join l'a bien mentionné. Il y a des technologies déjà matures aujourd'hui à base d'huile usagée ou de déchets forestiers. Ça, on peut le faire très facilement, mais il faut trouver la biomasse suffisante pour le faire. Et puis il y a ce qu'on appelle les carburants synthétiques. Ça, c'est des carburants de nouvelle génération sur laquelle là il y a besoin encore de faire de la recherche-développement. Et de mobiliser des sommes. Donc c'est autour de ces deux technologies, et pour lesquelles d'ailleurs au niveau européen il y a des niveaux d'ambition qui ont été fixés. C'est sur ces deux technologies qu'on essaie d'avancer. Mais pour ça, on a besoin de financement. Alors de financement non seulement pour bâtir une filière, en France, d'ailleurs, parce que ça contribuera à l'indépendance énergétique de la France, ça contribuera aussi à créer des emplois, donc on a besoin d'investissement pour ça, mais on a aussi besoin d'investissement pour réduire le coût de ces carburants, parce qu'aujourd'hui, en l'état, ça va coûter de 4 à 10 fois plus cher. Donc ça veut dire quoi ? Il faut de l'incitation fiscale, Exactement, il faut de l'incitation fiscale, parce que sinon, les compagnies aériennes seront dans l'incapacité d'absorber un tel choc, en particulier si les mêmes conditions ne s'appliquent pas aux compagnies d'autres continents. Et ça, c'est vraiment, il y a un problème de distorsion de concurrence qui peut exister si la réglementation qui est adoptée se fait uniquement à l'échelle régionale et n'est pas développée également à l'échelle globale. Et donc ça, c'est un aspect sur lequel on est très vigilant. Et dès lors que ça ne serait pas le cas, il faudrait effectivement que les entreprises européennes puissent bénéficier de dispositifs fiscaux les aidant à affronter la concurrence internationale. Oui, ce que dit Laurent est essentiel. Il faut savoir que la décarbonation du transport aérien est un enjeu d'emploi, mais également un enjeu financier. Il va falloir des sommes considérables. Rien que pour la recherche, ce qui est évalué, c'est 10 milliards d'euros. Le carburant durable, ça va être conséquent. Donc ça veut dire quoi ? Des politiques publiques, en effet, des financements publics, mais également du financement privé. Or là, il y a un enjeu également, moi je souhaite appeler attention les politiques sur le sujet, les investissements verts. Le financement vert. Ce qu'on appelle la taxonomie européenne. Il est essentiel, que la décarbonation du transport aérien entre dans ces financements verts. Il faut être cohérent. On sait très bien que le transport aérien continuera en Europe, est nécessaire, indispensable dans nos sociétés. Donc c'est pas exclure l'activité, mais alors comment on flèche ? Comment on est sûr que les financements iront à la création du carburant vert ? Tous les investissements iront vers de l'innovation pour l'aviation de demain, c'est-à-dire l'aviation décarbonée, devra être fléché comme un investissement vert. Autrement, le financement privé, vous imaginez, toutes les banques vont flécher leurs investissements. Donc c'est un enjeu considérable. Et il faut qu'on change de paradigme en ce domaine et qu'on considère que l'aérien, on fasse un constat partagé que ça continuera en Europe. Et donc il faut s'accorder pour réduire les émissions et avoir une politique cohérente pour le faire. Je vais vous faire un aveu. On a lancé ce débat après que j'ai lu un article, je crois que c'est dans le Parisien, sur la biodiversité dans les aéroports. J'étais un peu surpris. Ce sont des lieux de biodiversité tout simplement par leur espace, les aéroports ? Oui, pour résumer, effectivement, ce sont des espaces d'une certaine manière qui restent verts, qui sont clôturés et dans lequel, effectivement, peut s'épanouir la biodiversité.
Alors c'est toujours un peu contre-intuitif Bah quand oui. on dit ça, mais vous avez peut-être vu récemment, il y avait cette image qui a été prise à Orly d'un renard qui se promenait sur les pistes. Et d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Aérobiodiversité et qui régulièrement fait le tour des aéroports, décerne, finalement qualifie d'une certaine manière les aéroports autour de la protection de la biodiversité. Et voilà, c'est des espaces dans lesquels on trouve des espèces très rares et qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais. Mais Est-ce que effectivement, Thomas veut oui, compléter parce que vous représentez les aéroports français. Moi, je suis ravi lorsque Laurent puisse vanter les actions des aéroports. Non, ce que je peux dire, c'est que, de fait, si vous voulez un aéroport à une prairie naturelle, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire de culture pratiquement, puisque c'est incompatible avec l'exploitation des pistes et autres. Donc, nous avons des centaines d'hectares, des milliers d'hectares qui sont finalement en prairie naturelle, à tel point que le conservatoire également naturel vient aujourd'hui sur certains aéroports, je ne vais pas en citer pour faire la pub, mais vient sur certains aéroports pour prélever des graines dans les prairies naturelles des aéroports pour les replanter dans des endroits où les cultures, finalement, l'agriculture a réduit ces prairies naturelles. Donc oui, en effet, les aéroports sont des prairies naturelles avec une biodiversité en termes de plantes, en termes animalières. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'action des aéroports en termes d'environnement ne se limite pas à la réduction du CO2. On est discret en la matière, mais il y a de multiples actions et la biodiversité est un élément fondamental, en effet, des aéroports français. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ces enjeux, cette ambition écologique aussi des aéroports. C'était passionnant et on a chassé quelques idées reçues. On adore ça dans cette émission. On passe à Smart Ideas tout de suite. On part à l'aventure, mais avec des vêtements à base de matériaux recyclés. Smart Ideas avec Christophe Cordonnier, le cofondateur de Lagoped. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé quand ? Avec quelle idée ? C'est ma question traditionnelle. Oui. Alors on l'a créé, l'idée de départ a démarré en 2017. Ouais. Et on a créé la société en 2018. L'idée de départ, c'était de fabriquer des vêtements de montagne différemment. Donc de sortir de la logique d'extraction, notamment de matière, et d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Voilà. Ouais. Comment alors ça c'est la bonne idée, mais comment on y arrive ? Vos vêtements, ils sont faits à base de quelle matière ? Alors ils sont fabriqués uniquement en matière recyclée. Ouais. Donc c'était notre manière de ne pas venir extraire de nouvelles matières de l'environnement. Et puis l'autre démarche, c'était pour maîtriser nos impacts et surveiller tout ce qui se passait tout au long du mode de fabrication. C'était de fabriquer du fil aux vêtements en Union européenne. Ok, donc ça c'était un double défi. Mais si on rentre un peu dans le détail, si j'ouvre le capot, là, matériaux recyclés, c'est quoi ? C'est quoi les matériaux de départ alors les matériaux recyclés, en fait, il y a différentes filières, donc il n'y a pas un seul vêtement qui est fabriqué de la même manière. Et on part du fil, en fait. Donc on va chercher, nous, des fils qui correspondent à notre cahier des charges. Et on aura des fils de coton recyclés, des fils de laine recyclés, des fils de polyester recyclés, polyamide recyclés, etc. Ouais. Et un défi technique, j'imagine, à relever, parce que vous avez fait le choix de ne pas utiliser de PFC, c'est un perturbateur endocrinien connu, sauf que les vêtements outdoor, il faut qu'ils soient... il faut qu'ils résistent au mauvais temps, etc. etc. Comment vous relevez ce défi ? Alors, dès le départ, effectivement, il y a des substances qui sont utilisées dans l'industrie textile et ailleurs. Donc, les composés fluorés, les PFC, on les retrouve dans les poêles à frire historiquement pour que ça n'attache pas quand on cuit. Donc, c'est le même produit qui est utilisé effectivement pour rendre les produits déperlants. Et donc, on peut renverser du gras sur son vêtement sans faire de taches. Donc, on n'utilise pas ces produits-là. D'accord. Et c'est la membrane en fait qui est à l'intérieur du vêtement qui vient stopper l'eau. Donc ça, c'était un défi technique à relever pour vous. Votre entreprise s'appelle Lagoped. On voit le logo, c'est la perdrix des neiges, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est un oiseau assez discret, frugal et sobre, donc qui correspond bien à nos valeurs de marque et qu'on trouve dans toutes les Alpes, les Pyrénées. En fait, c'est un oiseau qui vit dans tout l'hémisphère nord, donc on retrouve partout dans les zones froides et fraîches. Et c'est un animal intéressant parce que c'est un animal déjà qui change de couleur entre l'hiver et l'été, donc il y en a peu. Et donc il s'adapte à son environnement, donc il nous pousse à nous adapter aussi.
Et puis c'est une relique glaciaire, donc c'est un animal qui a survécu, qui s'est adapté au réchauffement climatique il y a 10 000 ans. Donc voilà, c'est aussi le défi d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement qui arrive. C'est vraiment un bon choix de nom, lauréat de l'éco-tremplin de Radio Mont-Blanc l'an dernier. Je posais la même question hier à un autre lauréat. C'est bon pour l'ego, c'est super, il y a de la fierté, mais qu'est-ce que ça change ? Alors déjà, merci à Radio Mont-Blanc d'organiser et d'avoir cette démarche. Ce qui est intéressant, ça nous donne de la visibilité. Et en tant que petit acteur, petite marque naissante, c'est important pour nous de gagner en notoriété, en visibilité. Et puis après, avec notre parrain, qui est la société Bontaz, on a pu avoir des échanges sur des points techniques, notamment plus sur la partie logistique ou taxes douanières, etc. Mais ça vous a fait gagner du temps, quoi. Ça fait gagner du temps, ça apporte de l'expertise et ça nous permet, nous, d'aller plus vite sur des sujets pointus sur lesquels on n'a pas forcément toute la maîtrise. Merci beaucoup, Christophe Cordonnier, d'être venu nous présenter l'Agoped. Bon vent à votre perdrix des neiges. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Ce programme vous est présenté par Federec. C'est une semaine spéciale recyclage que je vous propose sur Bismart. Le déchet d'aujourd'hui constitue la ressource de demain. Voilà le leitmotiv de nos échanges et la mission de la Federec. Je suis aujourd'hui une nouvelle fois avec François Escoffier, le président de la Federec. Bonjour, 1200 entreprises, je le rappelle. Peut-être si on regarde un peu plus large, parce qu'on va beaucoup parler de réglementation, d'Europe. Est-ce qu'au niveau européen, c'est un secteur en croissance, le recyclage? Est-ce que ce qui se passe en France, grosso modo, c'est partagé un peu partout? Alors, bonjour. Le recyclage, de toute façon, c'est vous, c'est moi. Oui. Tous les jours, dans notre vie, on consomme des produits, et j'allais presque dire que le consommateur français, suédois, allemand, autrichien, espagnol consomme 90% des mêmes produits. Oui. Vous aurez peut-être un peu plus d'huile d'olive dans les pays... Mais c'est à peu près la même chose. Latin que dans les pays scandinaves, mais par contre, on consomme à peu près les mêmes biens d'équipement. Donc, la réglementation européenne, il y a la transposition en droit français, pour certains, et par contre, il y a les décrets d'application qui s'appliquent directement. Donc aujourd'hui, que ce soit sur le territoire français, le législateur légifère énormément autour de l'environnement et des déchets, pour notre bien à tous. La loi AGEC s'achève, AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, que la loi climat démarre dès le lendemain. Ouais. Donc, pour l'Europe, c'est à peu près la même chose. Madame Ursula von der Leyen fait feu de tout bois. Et pour nos entreprises et pour notre fédération, c'est une contrainte extraordinaire d'arriver à suivre le texte législatif. Ouais. Alors après, de là à suivre le texte législatif et d'en trouver la bonne application, je peux vous assurer qu'on a du travail. Oui, donc si je vous entends bien, il y a trop de réglementation. En tout cas, il faudrait se poser pour quelques années, c'est ça ? Alors, se poser, c'est pas vraiment le rythme auquel on nous habitue, mais il nous faut des moyens, d'autres moyens que ceux actuels, pour arriver à suivre le rythme. Le législateur, chaque fois que il y a une question, il répond par une REP, une responsabilité élargie du producteur. Pour vulgariser la chose, c'est chaque fois qu'un produit est créé et mis sur le marché, vous payez quasiment une éco-taxe bientôt sur tous les sujets. C'est le principe pollueur-payeur qui s'étend de plus en plus. Décrit dans la loi de 75, mais en tout cas, c'est pas forcément le pollueur, mais c'est le metteur sur le marché. On a bien compris. Donc aujourd'hui, on alerte sur plusieurs sujets. Il y a des sommes colossales qui sont levées au moment de la vente sur le consommateur. Cet argent-là sert à récupérer le produit et le recycler. Nous, quelle est la part de la société qui va collecter, qui va trier, qui va courber les chines, qui va investir pour préparer le produit pour être ensuite incorporé dans vos biens d'équipement? Pour l'exemple de la bouteille plastique, elle est quasiment toujours refaite avec du plastique recyclé. Donc, quelle est la part pour les entreprises comme les nôtres qui investissons, qui supportons quasiment tout l'effort? Il y a la partie intellectuelle, comment on organise tout ça, c'est la part des éco-organismes, et l'autre part, c'est la nôtre. Donc, quelle est la part qu'on nous laisse?
Quelle est la part économique et la part législative? Vous dites qu'aujourd'hui, la part qu'on vous laisse, elle est trop faible? Il y a une incompréhension. Aujourd'hui, clairement, il y a une incompréhension en voulant nous transformer exclusivement en prestataire de services. Ce n'est pas la bonne dynamique, parce que naturellement, plus vous êtes concerné, plus vous allez aller dans le détail, mieux vous allez trier, mieux vous allez inventer des process, plus vous allez réfléchir, plus vous allez être motivé. Il y a aussi la part salariale qui permet aussi une motivation à vos collaborateurs et qui en retouche une rémunération bien méritée. Donc tout ça, aujourd'hui, on peut constater qu'on arrive un peu à des situations de blocage. On n'est pas du tout écouté. On a alerté sur le réagrément des éco-emballages. On alerte aussi sur la REP BTP. Vous vous rendez compte, plus de 40 millions de tonnes des déchets construits de construction autour des bâtiments et des travaux publics. Je pense que nos métiers savent très bien faire, nos entreprises savent très bien faire depuis de nombreuses années. Et de vouloir tout réinventer, pas de problème. Faire des révolutions, toujours pas de problème. Mais s'il y a des têtes qui sont coupées, ça ne sera pas celle de notre profession, parce qu'au bout d'un moment, c'est nous qui détenons le savoir-faire. On le détient depuis longtemps, et je pense qu'il faut que les pouvoirs publics nous entendent un tout petit peu plus sur, en tout cas, la méthodologie et le savoir-faire, et la part qui nous restera à l'issue du process. Le message est passé. Merci François Excoffier. À bientôt sur Bismart. Notre semaine spéciale recyclage continue. Vous verrez notamment comment les régions s'impliquent d'ores et déjà.